Le voyage, c'est la vie. Je dis toujours à ma famille, le V de vie, c'est le V de voyage. La fois, je mets quelque chose sur Instagram, j'ai c'est rien d'aller au sport, se faire des muscles, pour se regarder dans une glace et retourner au boulot le lendemain matin à 7 heures. Cette énergie, mettez-la pour devenir indépendant financièrement. Moi, tu sais, je suis rentré dans les réseaux, j'ai vécu un bad buzz et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que tu as un vrai entrepreneur qui rentre dans les réseaux, ils essayent de le faire passer pour un mytho ou un escroc. Il faut bien comprendre les réseaux. Tu as toujours les mêmes têtes, qui a un petit microcosme de vendeurs de formation. Okay, leur métier, c'est de vendre des formations. Ce n'est pas des gens qui ont fait des choses. Hakim Ben Othman, donc multi-entrepreneur, et aujourd'hui je suis sur Aspiration. Bienvenue Hakim, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Tu es constamment en déplacement à travers le monde, quelle est ta prochaine destination ? Merci à toi pour l'invitation, merci à vous. Prochaine destination, alors là on est aujourd'hui à Genève, je dois me rendre ce soir à Lyon, c'est pas très loin, et après je pars au Maroc, ensuite j'ai un tour d'Europe d'une semaine et je retourne aux Émirats vers la mi-mars. Constamment en déplacement pour ne pas changer. Je passe ma vie en déplacement. J'ai des bureaux à travers le monde, des effectifs, des entreprises, des projets à travers le monde. Donc, je suis beaucoup en déplacement. Et depuis toujours, parce que comme j'ai évolué au départ avec la franchise, où je changeais de ville tous les jours, même plusieurs fois par jour pour aller voir mes franchisés à l'époque, j'ai pris cette habitude. J'ai pris ce pli. Comme je dis souvent, c'est un peu comme les stewards, les hôtesses et les pilotes. Ils sont toujours dans l'avion, mais quand ils y sont pas, ils prennent l'avion. Donc, c'est un mode de vie et j'arrive même plus à rester, 2-3 jours dans la même ville, quoi. Ça devient une habitude, comme on dit. C'est une habitude, une belle habitude, parce que tu es en voyage et quoi de mieux que le déplacement et les voyages, en fin de compte. Absolument. Tu connais le principe de l'émission. Le but est de retracer ton parcours pour comprendre comment tu en es arrivé là. Présente-toi. Qui est Hakim Ben Othman ? Écoute, Hakim Ben Othman, entrepreneur, je pense... dans l'âme, depuis toujours. Moi, j'ai commencé à entreprendre à l'âge de 17 ans. J'ai commencé à travailler à l'âge de 14-15 ans. Je suis contre le salariat. C'est dingue ce que je te dis. J'ai jamais compris le motif du salariat. Jamais compris ce mode de vie. Et donc, j'ai entrepris très tôt pour devenir libre. Tu sais, j'ai travaillé quand j'étais très jeune, 15 ans. Je travaillais chez des personnes et je supportais pas d'être dépendant d'une personne, d'être dépendant d'un horaire, d'être dépendant du temps. Et donc, j'ai entrepris à la base pour pas devenir l'homme le plus riche, mais j'ai entrepris pour devenir un homme libre. Je dis souvent, je fais partie des entrepreneurs feignants qui cherchent une solution. Et la solution pour être libre dans la vie, c'est l'indépendance financière. Absolument. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, j'ai travaillé en étant très jeune dans des kebabs. Je montais des broches kebabs, j'avais 15-16 ans. Je gagnais mon argent de poche comme ça, beaucoup d'argent de poche. Et après, j'ai ouvert mon premier kebab à l'âge de 18 ans et demi, 19 ans, à Tours. J'étais très jeune. C'était un ancien croque-au-pain. C'était une boulangerie-pâtisserie qui était en faillite. Et à partir de là, j'ai ouvert mon premier. À 20 ans, mon deuxième. À 21 ans, mon troisième. J'ai ouvert des poissonneries, des magasins de vêtements, même une librairie, des choses qui n'avaient rien à voir. Je faisais de l'achat-revente de commerce, de fonds de commerce. Et j'ai déployé Nabab à travers le monde avec plus de 125 points de vente, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. On était présents partout. J'étais le plus jeune franchiseur de France à l'âge de 22 ans. Et voilà comment est né Nabab. Avec, alors là, je te parle du côté sympa. Après, bon, bien sûr, toutes les problématiques qu'il y avait aussi avec, parce que le kebab à l'époque, c'était très mal vu, surtout en France. C'était un peu synonyme pour l'État de blanchiment d'argent, de mauvaise fréquentation. C'était pas, on va dire, l'activité la plus appréciée. Magnifique parcours, bravo, félicitations, très inspirant. Tu l'as dit, tu as créé un grand groupe autour du kebab dès les années 2000. À quel moment tu te dis je vais devenir multimillionnaire grâce au kebab ? Alors, je vais dire un truc, c'est dingue, mais quand j'étais jeune, quand j'ai démarré, je me suis jamais dit je vais devenir multimillionnaire. En fait, dès mon premier restaurant, je gagnais très très bien ma vie. Dès le premier. On faisait, je crois, 300 000 ou 400 000 de résultats par an. C'était énorme. À l'époque, c'était énorme. Et donc, j'avais plus besoin de... Je me suis jamais... En fait, ça a changé. On va dire qu'à 19 ans, 20 ans, contrairement à la génération d'aujourd'hui, moi, je cherchais à faire un énorme groupe à travers le monde. À aucun moment, je cherchais à devenir riche personnellement.
Mon mindset, il a changé peut-être à l'âge de 30 ans. Okay, mais au départ, je ne cherchais pas à être millionnaire. Après, j'ai gagné mon premier million, j'avais 21 ans parce que j'ai revendu un fonds de commerce que j'ai repris à la barre du tribunal, que j'ai revendu 1 million d'euros. Voilà. Après, bien sûr, il y avait de l'imposition à payer dessus, etc. Mais j'ai jamais été un entrepreneur qui a cherché l'argent. Ok. Donc, tu étais vraiment drivé plus par l'ambition plutôt que l'argent. Trop ambitieux. Surdosé d'ambition. J'avais trop d'ambition et je voulais monter un groupe mondial à travers le monde. Après, j'ai eu bien entendu des épreuves qui m'ont montré que mon ambition devait avoir ses limites, parce que j'estime qu'en France, on limite l'ambition des entrepreneurs. Bien sûr, si j'avais commencé ailleurs, ça aurait été différent, mais je cherchais pas l'argent. L'argent, tu sais, l'argent, il faut y penser à la fin. C'est une conséquence, comme on dit. Voilà, c'est une conséquence du travail bien fait. Je veux dire, c'est dingue ce que je vais dire, mais c'est facile de gagner de l'argent. C'est facile. Quand tu te donnes les moyens, c'est facile. Les gens, ils n'en gagnent pas pour certains parce qu'ils ne veulent pas se donner les moyens, ils ne veulent pas se sacrifier. Et ça, tu le vois dans la vie de tous les jours quand tu es entrepreneur. Moi, j'avais par exemple des salariés qui touchaient à l'époque 1 300 €, l'équivalent, tu vois, le SMIC d'avant. Tu leur dis, tu vas passer manager, tu vas prendre 3 500. Ils te disent non, je veux rester salarié. Donc, les gens ne veulent pas forcément gagner de l'argent. Par contre, souvent, ils jalousent ceux qui en gagnent. Tu vois, mais ils ne veulent pas forcément. On est ici en Suisse. Tu as plein de frontaliers qui viennent pour gagner 8 9 000 francs par mois. C'est juste. C'est juste. Donc, il suffit de prendre sa voiture et de passer la frontière et d'aller chercher un travail. Celui qui veut gagner plus, c'est la chose la plus facile dans la vie, ça. C'est très beau ce que tu dis. Beaucoup d'ambition. Tu as commencé la franchise très jeune, hein, tu l'as dit, tu as été le plus jeune franchiseur de France. Quels sont, à l'époque et aujourd'hui, en fait, les challenges de ce modèle d'affaires? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de franchiseurs en France, hein. Surtout des jeunes franchiseurs. Il y a beaucoup de franchiseurs qui sont partis de rien, etc. Mais à l'époque, moi, j'étais vu vraiment comme un ovni. Quand j'allais au salon de la franchise, j'avais 22 ans, tu avais des grands monsieur, des grosses chaînes comme Brioche Dorée, Paul, et c'était les patrons de ces grandes enseignes qui étaient là. Donc, je voyais que ces messieurs-là, qui avaient la cinquantaine d'années, et des gros groupes. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu vas au salon de la franchise, ça fait plaisir. Tu as beaucoup de jeunes, tu as beaucoup de personnes. Je pense, je dis ça en toute humilité, parce que la plupart des franchises connues, j'ai rencontré leurs fondateurs à des moments donnés qui m'ont demandé des renseignements sur la franchise, mon avis. Et je pense que j'ai été un peu celui qui a donné de la vitesse et qui a montré à toute une génération que c'était possible, que la franchise n'était pas faite que pour les grands patrons et que c'était possible pour tout le monde. Voilà, je suis passé après sur plusieurs émissions télé, 25 émissions télé, dont Zone Interdite en 2008. On peut dire que tu as vraiment démocratisé ce modèle d'affaires. J'avais plein de franchiseurs qui ont aujourd'hui pignon sur rue, qui sont venus me voir dans mes boutiques pour avoir des renseignements. Donc, c'est pas ça. Je pense que j'ai montré à une génération que c'était possible, que ce n'était pas que pour les autres, que n'importe qui pouvait devenir un entrepreneur et deux franchiseurs, que ce n'était pas fait pour les grosses firmes américaines et que ce n'était pas que fait pour les grands hommes d'affaires français. Celui qui se retrousse les manches, qui se donne les moyens, alors ça demande beaucoup de travail, hein. D'ailleurs, tu vois bien, la plupart des franchises qui se développent, tu vois toujours 3-4 associés aux commandes. Ils ne sont jamais tout seuls. Je pense que ceux qui ont été tout seuls à l'époque, il y avait qui? Il y avait moi, il y avait Siben de Planète Sushi. Je ne sais pas s'il y en avait, je crois ici en Suisse aussi, des Planète Sushi, qui était très bon pour moi, qui était un des plus brillants de sa génération, franchiseur. Et après, c'est très dur quand tu développes 100 restaurants, que tu es tout seul. Moi, des fois, je parle avec des amis franchiseurs, je leur dis, les gars, c'est bien, vous avez développé 30, 40, 50, 100 boutiques, mais vous êtes 4, vous êtes 5. Nous, on était tout seuls. Donc, il faut 4, voire 5 fois plus d'énergie, hein. C'est sûr. Important de bien s'entourer. Important de bien s'entourer, ou ça dépend. Est-ce que tu as envie d'avoir des associés ou pas? Mais quand tu es seul, tu as intérêt à avoir des bons colonels. Tu as été un expert et tu l'es toujours, hein, dans le domaine de la franchise. Est-ce qu'aujourd'hui, tu recommandes toujours ce modèle ou tu recommanderais plus de partir peut-être de zéro avec un business model un peu plus propre à une personne qui souhaite développer, surtout dans la restauration? Dans la restauration, nous, on enseigne. Tu vois, j'ai 3 gros franchiseurs à mes côtés. J'ai un campus qui s'appelle CGB Campus, où on enseigne pendant un parcours d'1 an des personnes, si tu veux, à devenir franchiseurs. Je pousse les gens à être franchiseurs, à ne pas être franchisés. Franchisé, tu vas très peu valoriser. J'estime, alors en France, on a des multi-franchisés. Tu as des types qui ont plusieurs marques
et qui exploite plusieurs marques. Mais j'estime que tu n'as pas les moyens de payer la franchise, de payer ton siège et de gagner de l'argent. C'est compliqué. Et un franchisé, de toute façon, il va être valorisé très peu. Enfin, c'est pas énorme. Et ça ne demande pas beaucoup plus de travail, en réalité, pour être franchiseur. C'est pour ça on enseigne, nous, dans le campus, pour que les gens deviennent franchiseurs. Moi, je pousse cette génération à devenir franchiseur dès qu'elle a un savoir-faire. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'euros. Il suffit que tu aies un restaurant qui fonctionne, des bilans, et à partir de là, avec un seul point de vente, tu peux devenir franchiseur. Et après, Absolument. tu vas chercher des amis à toi, tu vas chercher des personnes qui seront tes premiers franchisés, et là, tu percevras un abonnement. Franchiseur, c'est quoi? En réalité, on ponctionne aux gens une partie de leurs résultats. En général, c'est 7-8% total. Si un résultat il est de 20, on va prendre 8%, il restera 10-12 à l'exploitant. Pour moi, c'est le meilleur business model, c'est de l'abonnement. Ça me fait penser au SaaS, c'est de l'abonnement. C'est une forme de SaaS sous business physique, si on peut dire. Voilà, c'est un SaaS de business physique, exactement. On parlait avant de chiffre d'affaires. Tu es monté jusqu'à 120 millions de chiffre d'affaires. Comment tu arrives à rester humble avec des chiffres autant importants et quel est un peu ton rapport à l'argent? Alors, tu sais, sur les réseaux, je suis souvent incompris parce que j'ai l'impression, moi j'ai 42 ans, tu vois, que la nouvelle génération ne comprend pas trop ce rapport à l'argent, comprennent presque rien à l'argent. Ils sont beaucoup, tu sais, dans le m'as-tu vu, dans le paraître. Ils pensent que les gens riches sont les gens qui montrent. Donc, tu es ici à Genève, tu verras bien que des milliardaires en tramway, il y en a plein. Ce n'est pas ceux qui montrent qui ont. Et les gens sont un peu étonnés de voir des personnes au jet privé, yacht, etc., belles voitures, etc. Le rapport à l'argent, c'est simple. Moi, je dis souvent aux personnes, je ne suis pas un nouveau riche, d'accord? Je suis un ancien pauvre et un ancien riche aussi. Moi, j'ai gagné bien ma vie à 19 ans. Donc, on va dire que je me suis offert tout ce dont j'ai voulu m'offrir à l'âge de 23 ans. Tu veux t'offrir quoi? À l'âge de 23 ans, j'avais les voitures de rêve que je voulais, la belle maison, le bateau. Après, tu peux acheter plus cher, mais c'est que tu as grandi la taille de ton bateau, de tes choses, mais ça ne changera rien à ta vie. C'est sûr. Voilà. Donc, je suis quelqu'un de très simple, j'ai une personnalité très spéciale. Tu peux me croiser avec une voiture à 300 000 euros. Le lendemain, tu peux me croiser avec une Fiat 500 à 5 000 euros. Et tu peux me croiser dans le métro à Paris comme dans le tramway à Genève. Tu peux me croiser sur EasyJet ou avec un jet privé. Tu peux me croiser dans un resto étoilé Michelin, comme là, j'étais à Paris, j'étais manger un petit sandwich tunisien à 2 euros que j'aime bien, porte de Clichy. C'est ça ma vie. Tu vois? Après, je ne suis pas attiré par le luxe, je ne suis pas attiré par la marque, je ne suis pas attiré par le matériel. Si tu me dis pourquoi tu as des belles voitures ou un bel avion, c'est parce que c'est des objets qui me rapportent de l'argent. Quand j'achète des belles voitures, je les achète en leasing sur mes entreprises, même ici à Genève d'ailleurs, et ce n'est pas moi qui les paye, c'est l'entreprise. Voilà. Ben pour un avion pareil, pour un bateau pareil, il faut que rien ne me fasse perdre de l'argent. Donc, tu as un style de vie où tu t'adaptes vraiment à l'environnement et tu peux être bien partout. Je peux être bien partout et tu sais, tu n'es pas forcément mieux dans le luxe. Hein. Faut pas croire que tu es mieux dans le luxe. J'ai acheté à des périodes de ma vie des grandes maisons où tu avais 600 mètres carrés habitables. Où est l'utilité? À la fin, tu vas te rendre compte avec ta femme que tu es plus heureux dans 150 mètres carrés. Il y a un moment, il faut de l'utilité à tout ça. Il y a peut-être des gens qui en ont besoin. Moi, non. Et j'aime pas... je suis quelqu'un qui n'aime pas... je sais pas, l'ostentation, il ne faut pas trop montrer. Tu vois, je t'assure, c'est ma personnalité. Moi, quand je suis à Cannes, par exemple, je suis invité à un gros resto avec des amis. Quand je suis au volant de ma Bugatti, quand j'arrive à l'endroit où je vais, 100 mètres avant, je passe le volant à mon ami. Parce que je n'aime pas être vu au volant de ce véhicule. Pourtant, j'ai travaillé dur pour me l'offrir. Je suis comme ça. Tu vas me croiser à Marrakech, je roule en Clio, je prends la voiture que je loue le plus simplement possible. C'est ma vie qui est comme ça. Et c'est comme quand je suis à Marrakech, j'aime bien aller dans les palaces, mais j'aime bien aller aussi, plage Malvna, manger une petite soupe. C'est ma vie. Je pense que la richesse doit te permettre d'avoir le luxe de vivre comme un riche, mais tu as le droit de continuer à vivre comme un pauvre si tu veux. C'est très intéressant ce que tu dis là. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir gagné beaucoup d'argent très jeune t'a amené rapidement à avoir cette philosophie-là? Non, je pense que c'est dans ta personnalité. Ça, c'est dans ma personnalité. Ça n'a rien à voir. Tu sais, moi, j'ai un père qui était prof de maths. Quand tu l'emmènes et il était commerçant en même temps, il a toujours fait deux jobs, il a beaucoup travaillé dans sa vie. Donc, on respecte l'argent. Quand tu l'emmènes au restaurant, il va regarder l'addition. Donc, l'argent, il faut le respecter.
C'est tout. Si tu vas prendre un jet, pareil, moi j'ai un bel avion, c'est en leasing. Ok, il est loué à d'autres personnes. Quand je le prends à titre perso, c'est que je suis avec mon équipe, on est 4-5 et on va quelque part bosser. Mais si tu es toujours dedans, il y a 3/4 de la planète qui crève de faim. Il ne faut pas jeter l'argent par les fenêtres. Ça, je suis contre, tout simplement. C'est des belles valeurs que tu nous partages là, important. Je pense que c'est les valeurs de la vie. Aujourd'hui, ça ne correspond pas à ce qu'on voit dans les réseaux où tu es dans le monde du faux. Il faut savoir que les réseaux, aujourd'hui, c'est le monde de la manipulation et du faux. Les gens rêvent parce qu'il y a des personnes qui sont là pour les faire rêver. Mais la réalité, c'est loin d'être ça, la réalité. La réalité, c'est l'humilité, c'est le respect de l'argent. Si la vie t'a donné de l'argent, fais des choses intéressantes avec. Après, moi, le luxe, ça m'a jamais intéressé. Tu sais, j'ai des salariés à moi, depuis toujours, qui voyageaient en business et moi, je voyageais en éco. Ces mêmes salariés, donc ces salariés, c'est moi qui leur fais leur paye. On va aller en vacances, ils vont prendre des hôtels à 800 € la nuit et moi, je vais être dans un hôtel à 100 € la nuit. Parce que dans ma tête, dormir quelque part et perdre 700 €, ça n'a pas d'utilité. C'est tout. On l'a dit en début d'interview, tu es souvent en déplacement. Raconte-nous un peu une journée type, Hakim. Journée type, ça dépend. Elles sont toutes différentes, mais beaucoup de temps. Je pense que je passe beaucoup de temps dans les transports. Train, voiture, avion. Je suis beaucoup dans les transports. J'ai, on va dire, 2 heures par jour au téléphone. Enfin, meet. On fait des meets, les réunions avec mes CEO à travers les différentes activités. 1 heure à 2 heures par jour en réflexion. Je réfléchis. Sinon, je travaille un peu sur mon ordinateur. Et voilà, c'est des journées standards, mais beaucoup en déplacement. Il faut apprendre à travailler à travers les modes de transport. Et après, comme je dis, c'est dingue ce que je vais dire, mais moi, c'est tout dans l'excès. C'est tout ou rien. Mais dans tout ce que je fais dans la vie, c'est très bizarre, c'est tout ou rien. J'aime pas être au milieu. Soit il faut que je sois très riche, soit il faut que je sois très pauvre. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le business. C'est ma personnalité qui est comme ça. Et donc, je fais travailler avec beaucoup d'intensité pendant 3 mois. Je dors pas beaucoup, je peux travailler énormément. Et après, pendant 3 mois, je pars en vacances, je disparais. Parce que j'ai besoin de ça. Les gens ne comprennent pas. J'ai entrepris pour être libre. Libre, c'est de ne pas faire 7 heures, 18 heures tous les jours au boulot. Ne pas attendre le week-end pour vivre et ne pas attendre les vacances pour vivre. Et donc, si j'ai entrepris pour être libre, ça veut dire que dans ma tête, la notion du temps vaut beaucoup plus que l'argent. C'est juste. Bon. Et donc, les gens ne peuvent pas le comprendre. Tu vois, une fois, j'étais en Thaïlande avec un ami qui bossait avec moi et on devait signer un contrat à presque 1 million, même plus, je crois, en France. Et on devait rentrer. Et comme on était tellement bien dans l'eau, c'est fou. Les gens ils vont dire c'est un menteur, c'est des conneries. Tellement bien que ni moi ni lui n'avons voulu rentrer, faire un aller-retour en avion 15 heures pour aller prendre 1 million. Ça peut paraître fou. Quelqu'un qui a jamais gagné d'argent de sa vie, il va te dire ce mec-là, il raconte des conneries ou il est fou. Non, c'est juste que le moment présent était tellement sympa, on était tellement bien qu'on voulait que ce moment continue. C'est pour ça que je favorise le temps à l'argent. Le temps, il est irréversible. Et j'estime que les meilleures années de ta vie, c'est entre 20 et 50 ans. Donc, il faut les mordre. Après, ça n'a rien de tout réussir à 80 ans. Ça n'a plus de sens. C'est important. Tu parles de la notion du temps. C'est la ressource la plus précieuse. Quel conseil tu donnerais à des entrepreneurs qui sont un peu prisonniers de leur business et qui ont du mal, en fait, à structurer leur business? Écoute, il faut qu'ils aient ce que j'appelle une vue de dessus. Après, je ne vais pas raconter de bêtises. J'ai appris à créer des business sans être dedans. Ça, par contre, autant je dis qu'entreprendre, c'est inné. Moi, je dis qu'entreprendre, c'est mon point de vue, ça ne s'apprend pas. C'est comme un footballeur. Soit il est bon, soit il n'est pas bon. Après, il s'entraîne pour devenir de plus en plus bon. Mais quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat ne deviendra jamais un bon entrepreneur, même s'il achète 1000 formations. D'accord ? Au début, j'étais un entrepreneur qui puisait beaucoup d'énergie. J'avais beaucoup d'énergie et je ne la mettais pas là où il fallait. Comme je dis, c'est comme un boxeur. Tu as vu, un jeune boxeur, il met plein de coups, mais pas bien placés. Et avec l'expérience et l'âge, tu mets un coup, mais c'est un bon coup. C'est pareil. Belle comparaison. Voilà. Dans les affaires, j'ai appris à gagner du temps.
Mais au début, je ne savais pas le faire. Quand j'ai créé Nabab au début, pendant 7-8 ans, j'étais un acharné du boulot. Je partais, attention, j'avais mes 5 mois de vacances par an. Même mes 6 mois. Parce que ça, tu ne pouvais pas me l'enlever. C'est-à-dire que quand j'avais 23 ans, que j'étais à la tête de ma chaîne, quand mes salariés me disaient, Hakim, je dis non, je ne suis pas là. Janvier, février, mars, je ne suis pas là. Juillet, août, septembre, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, pourquoi ? Parce que j'ai 23 ans qu'une fois. Je n'ai pas 23 ans deux fois. Et j'ai envie de passer mon hiver en Asie. C'était tout ou rien, comme tu l'as dit. Tout ou rien. Et tu sais quoi, avec le temps, je ne regrette pas. Tu sais, une fois, une banquière m'a dit, si tu étais plus sérieux, parce que j'ai jamais été très sérieux dans les affaires. Faut pas croire. Hein. C'est fou, hein? Ouais, je suis pas un type sérieux. Elle m'a dit, si tu avais été très sérieux, tu aurais été milliardaire à 30 ans. Et je dis, je regrette, je préfère ne pas avoir été milliardaire à 30 ans et avoir vécu la vie que j'ai vécue. Très intéressant. On parlait de temps. Pour la nouvelle génération, est-ce que tu conseilles de lancer plutôt un business seul ou bien avec des associés? Et comment trouver en fait les bons associés? La première des choses, l'association, c'est bien et pas bien. C'est-à-dire, pour moi, associé, il faut que tu aies un caractère de salarié. Tu vois, moi, par exemple, j'aurais jamais pu être associé puisque j'étais en vacances 6 mois par an. T'imagines, mon associé, il dit, attends, Hakim, on t'a pas vu pendant 6 mois. C'est moi l'associé qui bosse, comment on fait? Donc, l'associé, il faut déjà aimer rendre des comptes. Tu es obligé de rendre un peu de compte à ton associé. Vous allez vous surveiller mutuellement sur vos horaires. Donc, si tu veux garder ta ligne de conduite du salariat dans l'entrepreneuriat, tu peux t'associer. Mais si tu veux être un entrepreneur libre qui veut pas être vulnérable et qui veut pas rendre de compte à personne, tu ne supporteras pas l'association. Donc, ceux qui nous regardent, regardez votre caractère. Est-ce qu'il correspond à celui-ci ou au deuxième? Deuxième chose, celui qui est focus dans son affaire, qui n'arrive pas à se libérer. Il faut apprendre, c'est par l'apprentissage du management, l'apprentissage du business, qu'on peut travailler que 3 mois par an et atteindre 1 an de travail acharné. Ça vient par l'expérience. Ça vient par l'expérience, parce qu'avec l'expérience, la route, tu la connais, tu cherches plus la route. Au début, quand tu entreprends, tu cherches la route. C'est nouveau. C'est nouveau. Ensuite, tu connais la route. Donc, tu mets ton énergie là où il faut le mettre. Très intéressant. Par rapport à ça, on parlait d'association. Que dirais-tu aux personnes un peu plus âgées qui hésitent à s'entourer de jeunes talents ou inversement, on sait qu'il y a une belle complémentarité à avoir. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Je leur dis, il faut des jeunes aujourd'hui parce que les jeunes sont beaucoup plus vifs que l'ancienne génération. Moi, je m'estime déjà limite trop vieux pour cette nouvelle génération. Ils vont vite. Il faut s'entourer parce que vous avez des idées, vous savez aller droit au but. Cette nouvelle génération, elle va droit au but. Elle est très digitalisée. Elle est beaucoup plus riche que la génération précédente et beaucoup plus intelligente. Moi, des gens ils me disent, ouais, la nouvelle génération, on veut rien faire. C'est des conneries. Regarde, je suis à l'âge médian. Quand j'allais en Côte d'Azur il y a 20 ans, au volant d'une belle Ferrari, je ne voyais pas de jeunes de mon âge. Avec ce type de voiture, je voyais que des personnes âgées. Aujourd'hui, tu vas à Cannes, il n'y a que des jeunes de 20 ans, 25 ans qui sont au volant de voitures à 500 000 euros. Cette jeunesse, elle s'est enrichie. Elle s'est enrichie grâce au digital. Et je me suis toujours retrouvé en eux parce qu'ils réfléchissent comme moi, je réfléchissais il y a 20 ans. Sauf qu'il y a 20 ans, il y avait très peu d'entrepreneurs qui réfléchissaient comme moi. La nouvelle génération, ils veulent être libres de leur temps. Ils veulent être nomades. Ils font du business en ligne. Voilà. Et quand la fois, je parlais avec un entrepreneur qui a 48 ans, il me dit, oui, mais ils ne savent pas travailler. Je dis, écoute, c'est quoi le chiffre d'affaires de ton entreprise? Il me dit, je fais 35 millions. Je dis, c'est quoi le résultat? Il dit, je fais 2 millions. Okay. 2 millions après impôt. En France, tu payes tous les impôts, il te reste 700 000. Okay. Je dis, tu gères combien de personnes? Il me dit, je gère à peu près 400 personnes. Okay. Je dis, tu vois le jeune là, toi, il te reste 700 000 par an, donc ça fait 50 000 balles par mois. Le jeune qui est digitalisé, il va gagner 300-400 000 par mois, il gère personne. Et en ce moment, il est entre Bali, Phuket et Tokyo. Qui est le plus intelligent? Qui est le plus fort? Alors, le premier, il pense qu'il va valoriser son entreprise pour la revendre. Donc, il bosse pour... Mais bon, ça ne se vend plus comme avant, les entreprises. Parce que maintenant, même les nouveaux fonds d'investissement, etc., ils veulent des boîtes qui visent le monde. Ils veulent plus prendre la tête avec la gestion du personnel, avec tout ça. C'est fini. C'est devenu has-been.
Donc, il faut s'adapter au nouveau monde et il faut s'entourer de ces jeunes. Et vous êtes dans une période transitoire avec les SaaS, avec tous les abonnements, tous les outils d'abonnement en ligne qui vont créer des multimillionnaires, voire des milliardaires en étant 3-4 personnes. Très stratégiques, ça suffit. On parlait de liberté juste avant, ça rejoint un peu ce que tu disais sur le fait d'entreprendre pour être libre. Bien sûr. Il faut pas... En fait, ça dépend, c'est quoi le mindset. Il y a des entrepreneurs de ma génération, ou même plus jeunes, qui entreprennent en allant tous les jours dans leur bureau ou dans leur entrepôt et qui ont une vie de salarié. Je respecte leur choix. T'entreprends, tu gagnes peut-être un peu mieux ta vie, tu aspires à vendre demain ton entreprise, je sais pas, 20, 30, 40 millions, 100 millions, et tu vas tous les jours au boulot et le week-end, tu es avec ta famille chez Carrefour. Ça se respecte. Moi, c'est pas pour ça que j'ai entrepris. Moi, j'ai entrepris pour être un lundi en Harley-Davidson entre Los Angeles et Las Vegas. J'ai entrepris pour être libre et vivre une vie de star libre. J'ai pas entrepris pour faire métro, boulot, dodo. Sinon, je serais resté salarié. On parle de liberté actuellement. Tu as débuté en fait dans le business physique. Tu es maintenant beaucoup dans le digital. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes en fait qui hésitent et qui veulent quand même se lancer sur un business physique? Encore une fois, on revient à la notion de liberté. En business physique, j'ai eu quoi? J'ai eu Nabab. Après, j'ai développé une autre chaîne en Chine. Mais j'ai eu surtout Nabab, j'ai eu des tacos. Je n'ai jamais été heureux, moi, en développement du business physique. Tu es là, tu te casses la tête avec les salariés, etc. À la rigueur, si je pouvais revenir en arrière, tu sais, j'avais eu jusqu'à presque 55 restaurants, je crois, ou 50 en propre qui m'appartenaient. À la rigueur, c'est ce que je conseille à la nouvelle génération, j'aurais eu que des franchises. C'est mieux. Je pense que moi, à titre perso, j'aurais eu un resto, 2, pas plus. Donc, je mets 2 responsables qui tiennent la route. Et le reste, c'est que des franchises. Il ne faut pas se prendre la tête. Comme ça, je n'avais même pas besoin de mettre un siège social. J'aurais externalisé la compta et je vais au plus simple. Surtout là, on est dans une génération où c'est dur de fidéliser les salariés. Tu vois? Donc, allez, si vous voulez faire du physique, allez vers la franchise. Ou alors, ça dépend. Chacun fait ce qu'il aime. Peut-être quelqu'un, je sais pas, il va faire un garage auto. Peut-être. Après, moi, je te parle vraiment de ma personnalité. Il y a peut-être des gens qui aiment bien cette routine. Il y a peut-être des personnes à qui ça convient parfaitement. C'est des ambitions qui sont assez propres. Je sais pas, il y a peut-être des personnes, moi tu vois, j'ai un très bon ami à moi qui est casanier, qui aime pas bouger de sa ville. Donc tu vas lui donner même 100 millions, il va peut-être rester dans sa ville. Et il ira en vacances une fois par an. Moi, ça me va pas. On parlait de nouvelle génération juste avant, on voit passer énormément de vidéos sur l'entrepreneuriat, sur les réseaux sociaux. Que penses-tu en fait de tous ces conseils qui sont donnés? Voilà. Moi, je suis rentré dans les réseaux, ça fait un peu plus d'1 an. Il y a beaucoup l'art de la manipulation, attention. Moi, tu sais, je suis rentré dans les réseaux, j'ai vécu un bad buzz et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que tu as un vrai entrepreneur qui rentre dans les réseaux, ils essayent de le faire passer pour un mytho ou un escroc. Il faut bien comprendre les réseaux. Tu as toujours les mêmes têtes, qui a un petit microcosme de vendeurs de formation. Okay. Leur métier, c'est de vendre des formations. Ce n'est pas des gens qui ont fait des choses. Moi, si aujourd'hui, je te vends un accompagnement, parce que ce n'est pas une formation, c'est un accompagnement où tu rentres dans une école en ligne, sur la franchise. C'est parce que j'étais franchiseur. Et c'est parce que j'ai conseillé des franchiseurs. Si aujourd'hui, je te vends un accompagnement sur l'immobilier commercial, c'est parce que j'ai fait l'acquisition de plus de 50 murs commerciaux. Ça a été mon métier. Donc, si ça a été ton métier, ça ne me dérange pas. Si aujourd'hui, tu me vends un accompagnement sur, je sais pas, un vidéaste, ça ne me dérange pas. Mais la plupart qui tiennent ce marché, je me suis rendu compte que c'est des gens qui n'ont jamais vraiment fait dans la vie. La seule chose qu'ils font, c'est vendre des accompagnements ou des formations. Mais est-ce qu'ils ont l'expertise métier derrière? Je ne sais pas. Alors pour certains, oui. Pas tous. Pour certains, oui, bien entendu. Mais je pense que la grande majorité n'a pas cette expertise. On parle souvent d'aspect mindset. Hein. Tu as commencé dans les années 2000, on parle de douche froide, de routine. Ouais. Est-ce que tu crois à toutes ces choses-là? C'est de la connerie, tout ça, pour moi. Je vais donner un exemple. Jeff Bezos, il a commencé à faire du sport une fois que Amazon valait des milliards, non? Tu le vois, là, il se balade, il est musclé. Avant, tu vois bien les photos qu'il avait quand il avait la trentaine, la quarantaine. Il était là, aigri, tout blanc, déprimé. C'est ça le business.
c'est des vendeurs de formation et les vendeurs de rêves qui leur vendent des douches froides et des conneries. C'est conneries, tout ça. C'est comme, tu sais que les formations, 80% des gens les achètent, ils les ouvrent même pas. Ils achètent, comme je dis à des collaborateurs, un moment de rêve. Ils disent, ah tiens, je vais devenir le futur milliardaire. C'est un moment de rêve, mais c'est bien de s'acheter un moment de rêve. C'est comme quelqu'un qui s'achète un sac de luxe. Ça ne veut pas dire qu'il sera demain millionnaire ou milliardaire, mais il a un petit moment de riche, tout simplement. Mais non, moi, en tout état de cause, quand j'étais sur Nabab, j'étais déprimé, tout blanc, pas de sport, rien du tout. Parce que je mettais toute mon énergie et tout mon temps à mon business pour le développer le plus vite et le vendre le plus vite possible. Encore une fois, c'est ma personnalité. Parce que je suis quelqu'un qui ne vit pas avec modération. Une autre personne peut mettre plus de temps à développer la chaîne et aller tous les 2 jours au sport et prendre des douches froides. Moi, ce n'était pas mon cas. Je mangeais mal, j'étais focus boulot, je prenais du poids, dû au stress, dû aux problèmes, dû aux salariés, c'est tout. Et après, quand tu vends ton entreprise, ou alors je me reposais quand je partais 6 mois par an en vacances. Là, c'était le repos. Ça tombe bien, tu parlais d'avoir vendu ton groupe Nabab. Pour combien tu l'as vendu? Et à ce moment-là, quel est ton sentiment? Tu as construit un empire et tu te dis, en fait, j'ai vendu mon groupe. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu entreprends? Alors moi, j'ai vendu pas loin de 120 millions. Quel sentiment? Je ne l'ai pas vendu parce que je voulais le vendre au départ. On m'a proposé 160 millions au moment donné. Parce que j'avais beaucoup de problèmes. Moi, si tu veux, j'étais, je le dis franco, hein, j'ai commencé très jeune. J'étais un peu le petit rebeu de la ville qui a démarré dans un domaine d'activité très mal vu, le kebab. Donc, je traînais avec moi pas mal de contrôles fiscaux, beaucoup de problèmes. Donc, j'ai développé très difficilement. Nabab, en vrai, n'aurait jamais dû autant se développer. J'ai développé, grâce à 2 banquiers dont je ne citerai pas le nom, mais j'ai développé presque 50% du groupe en mode off. Parce que justement, j'avais une pression fiscale qui était énorme. Et donc, au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol parce que je ne supportais pas tous ces problèmes et toutes ces injustices subies. Donc, j'ai décidé de vendre. Et j'ai vendu. Qu'est-ce que ça m'a fait? Rien du tout. Ça n'a même pas changé mon lifestyle ou ma vie. Je suis quelqu'un, j'ai toujours été simple. Tu sais, tu as plein de personnes, ils vendent leur groupe, ils ne touchent même pas l'argent parce qu'ils ne savent même pas quoi en faire. Parce qu'ils ont toujours bien vécu, même avant, en ayant leur groupe. Généralement, quand tu as un groupe qui fonctionne bien, tu as déjà acheté ta maison, tu as déjà acheté ta résidence secondaire, tu as déjà acheté ta voiture, tu as déjà acheté ton bateau. Donc, une fois que tu vends, tu fais quoi avec l'argent? Tu fais rien, à part le placer, l'investir et faire des nouveaux projets, ça ne changera rien à ta vie. Ça tombe bien par rapport à la vente de ce groupe-là. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es consacré toute ta jeunesse à Nabab. Tu te dis quoi? Je fais une pause, je relance quel projet? Dans quel projet j'investis? C'est quoi ton approche? Alors moi, j'avais commencé à investir déjà quand j'étais patron du groupe. D'accord. Après, j'ai investi beaucoup dans l'immobilier à l'international. Je faisais plus confiance, si tu veux, à la France. J'ai eu beaucoup de problèmes, moi, en France. Et après, donc, je me suis mis à investir. Et en général, tu divises par 3, t'es bien. Donc, il y a une partie impôt à payer. Il y a de la dette parce que tu as la valeur du groupe quand tu vends. Mais derrière, il y a de la dette aussi. Il y a un peu d'impôt. Il y a plein de choses à payer. Mais bon, s'il te reste pas 70, 80 millions, en général, tu coupes en 3. Tu as une partie qui va en banque d'affaires, ETF, etc., qui te rapporte un rendement intéressant, peut-être 20, 30 millions. Tu as une trentaine de millions que tu investis en immobilier. Alors là, tu peux choisir. À l'international, ça peut être de l'immobilier, des terrains, etc. En Europe, ça peut être des immeubles de prestige qui n'ont pas un fort rendement, mais qui sont des valeurs refuge. Ton argent est en refuge. Et l'autre partie, 20 millions, bah, tu vas peut-être garder, je sais pas, 2-3 millions dans un compte pour vivre. Et le reste, tu vas l'investir dans des entreprises qui, tu l'espères, vont demain faire x10. Voilà, en général, c'est découpé comme ça quand tu investis. On parle d'investissement. Est-ce que tu as la même approche assez globale par rapport à ces investissements? Tu as investi à travers le monde. Comment tu fonctionnes par rapport à ça? Aujourd'hui, je n'ai pas du tout la même approche qu'il y a 10 ans. C'est très bizarre ce que je vais te dire, mais bon, moi tu as vu, c'était un groupe Nabab international. On était dans 5 ou 6, voire 7 pays. On était de partout. Et j'ai fait une erreur quand j'ai vendu. J'ai investi un peu dans de l'immobilier en France. Alors au départ, j'avais de l'immobilier commercial. Ça s'est vendu. Mais j'ai racheté de l'immobilier, on va dire, un peu de prestige. Et c'était une très mauvaise idée.
À l'époque, c'était bizarre, mais tu vois, l'étranger, pour moi, les pays étrangers n'étaient pas sûrs. Tu vois, dans ma tête, les pays comme l'Afrique, l'Asie, tout ça, à part les États-Unis et l'Europe, niveau immobilier, c'était pas sûr. Et je me suis rendu compte avec le temps que ces pays-là, en réalité, sont beaucoup plus sûrs que la France et que l'Europe et ont connu d'importantes plus-values. Mais d'importantes plus-values. Tu peux faire dans certains pays du x7, x8. Quoi. On a beaucoup parlé de tes succès, Hakim. Quel est ton rapport à l'échec et comment tu fais pour surmonter ces périodes difficiles? Alors moi, j'ai rarement eu de période difficile. Alors, ça dépend, c'est quoi la période difficile? L'échec, c'est l'entraînement. L'échec, c'est ce qui te fait grandir, c'est ce qui te rend meilleur, c'est ce qui te fait apprendre. Tu n'apprends rien d'un succès. Si demain, j'en connais des entrepreneurs comme ça, tu as une idée, d'accord, entrepreneuriale, je sais pas, Facebook, tu as une idée, tu as Facebook, tu développes, ça cartonne tout de suite, tu deviens milliardaire tout de suite. Très bien, tu es milliardaire, tu es très riche. Mais est-ce que tu as vraiment de l'expérience entrepreneuriale? Non. Tu as eu une idée qui a fait que ça a cartonné. Moi, j'aimais beaucoup écouter Bernard Tapie quand j'étais petit, parce que c'est un homme qui a connu des échecs, des réussites, des complications, c'est-à-dire un parcours de vie difficile qui fait qu'il a touché à tout et qu'il connaît tout. D'accord? Et c'est pour ça que des fois, tu vois pas des podcasts où tu as des super grands entrepreneurs qui valent des milliards, mais qui ont forcément pas trop de mindset et peu de connaissances, parce qu'ils ont eu des parcours faciles. Moi, j'aime les parcours difficiles, tout simplement, parce que c'est là où il y a le plus à apprendre. L'échec, c'est l'entraînement. L'échec t'apprend. L'échec te rend meilleur, te rend fort. Un succès, t'apprends rien du tout. Après, moi, les échecs, j'ai plus connu dans ma vie des injustices. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vécu beaucoup d'injustices, de méchanceté, de jalousie tout au long de mon parcours. Peut-être parce que j'ai réussi jeune, peut-être parce que aussi j'ai jamais vécu comme les gens. Et ça, tu as des personnes qui ne le supportent pas. Hein. Tu vois, moi, une fois, un contrôleur fiscal, il me disait clairement, il me disait, pourquoi vous êtes 7 mois par an en vacances? Je dis, parce que j'en ai les moyens, tu vois. Et les gens, ils ne comprennent pas ça. Ils sont dans une vie bien rangée, ils sont dans des cases, ils ne comprennent pas. Et en fait, mon gros échec, je pense, parce que j'avais un rêve de gosse, c'était de monter la plus grande chaîne de restauration halal en Europe, c'était de louper Quick. On a beaucoup travaillé pour Quick. Tu vois, je devais acheter Quick, j'ai investi 230 millions d'euros. Alors, je n'étais pas tout seul, j'étais avec un fonds d'investissement à mes côtés. Mais ça, je l'ai vécu comme un échec. Le reste, c'était plus des injustices que des échecs. Tu es clairement un visionnaire dans le business. Pour toi, c'est dans quel continent qu'il faut investir pour l'avenir dans le business? En fait, partout. Aujourd'hui, on est dans un monde ultra connecté. Le trafic aérien, il va doubler dans les 20 prochaines années. Donc, quand ça double, malgré ce qu'ils disent sur la pollution, sur le climat, etc., c'est que des conneries qu'ils nous racontent, hein, les billets d'avion vont baisser. Aujourd'hui, tu vois, un billet d'avion, ça coûte moins cher qu'un billet de train. Il ne faut pas hésiter à avoir une affaire, je ne sais pas moi, au Vietnam, une affaire à Tokyo, une affaire à Genève, une affaire à Bruxelles. Il faut aujourd'hui être international si tu es dans le business physique et être encore plus international si tu es dans le business en ligne. Et aujourd'hui, voilà, soit vous devenez... Demain, je repartirai de zéro. Il y a 3 choses. Un, c'est être franchiseur, pas franchisé. Franchiseur, tu mets tes bureaux ici à Genève ou je sais pas, à Luxembourg ou à Bruxelles et tu franchises le monde entier. Ou même à Dubaï, tu franchises. Tu prends des licences de marque. Toi, tu as le savoir-faire, c'est les autres qui travaillent. Ou alors un SaaS, donc j'offre une solution aux entreprises surtout, parce qu'aux entreprises, c'est ceux qui ont les moyens de payer. En plus, ça leur réduit un peu leurs impôts. Ou je crois en ces 2 métiers et l'immobilier. Alors l'immobilier, il y a plein de choses. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de me mettre dans les maisons de luxe. Je suis en train de vendre des biens pour les mettre dans les maisons de luxe. Maisons de luxe, c'est quoi? Tu peux avoir des maisons à travers le monde qui te reviennent à 7-8 millions de dollars, que tu vas louer l'annuité à 7, 8, 9 000 euros. Quand tu en as 10 comme ça, avec un taux d'occupation de 50%, tu peux te retrouver à 600, 700 000 euros par mois. Après, tu payes les majordomes, les personnes. En plus, c'est des maisons qu'on ne peut pas te squatter parce qu'elles sont occupées. Et là, tu peux te retrouver sur des rendements très intéressants. Aller dans des business simples. La franchise, quand tu es franchiseur, c'est simple. D'accord ? L'immobilier, c'est simple. Promoteur IMO, tu construis des maisons, tu vends, ça se vendra toujours de l'immobilier. Les SaaS, le digital. On est dans un monde simple. Alors, franchiseur, je dis simple, faire attention. Aujourd'hui, tu as des chaînes américaines, plus personne ne paye les redevances. Hein. D'accord? Donc, tu vas passer ta vie dans des procès et tout, mais
Il faut développer et vendre au bon moment. C'est comme tout dans la vie. Tout est une question de timing, comme on dit. Tout est une question de timing. On parlait de différents business. Tu as lancé Challenge 100. Explique-nous un peu le but et où tu en es actuellement. Challenge 100, ça avance très bien. En fait, on référence une centaine d'entreprises. On en a déjà intégré une soixantaine. Et donc, on va les accompagner en mentorat, en conseil et en finance pour trouver la future licorne de ces entreprises. L'objectif en 2030, c'est de sortir une licorne de là. Et Challenge 100, c'est un peu adossé à mon business club qui s'appelle Acquisition, où donc on a des membres qui viennent, eux, proposer avant tout leurs projets. Donc leurs projets sont présentés aux autres membres et on les finance via Challenge 100. Donc ça fonctionne très très bien. Et moi, j'ai mis là-dedans, dans Challenge 100, il y a 12 ou 13 projets qui sont les miens. Tu as pour objectif de faire le milliard. Oui. Où en es-tu actuellement, Hakim? J'avance sur les... Je pense que sur les 60 entreprises actuelles, il y en a 5 d'entre elles qui peuvent atteindre le milliard. Malheureusement, les 5 d'entre elles, c'est celles à mon initiative. Ce n'est pas celle qu'on m'a proposée, mais ça ne fait rien. On va aider les autres. Et je travaille dessus. Et je veux montrer à tout le monde qu'on peut... Parce que c'est des entreprises nouvelles. Ce n'est pas des entreprises qu'on rachète. Ce n'est pas comme si je rachetais Quick, je le développais, j'allais chercher les milliards. Ça met trop de temps. Quick, ça fait 5 ans qu'ils développent. Ça met 5, 6, 7 ans. Donc, c'est mes entreprises, ils sont dans le SaaS, ils sont dans le digital. Il n'y a que le digital, pour moi, aujourd'hui, qui me permet de partir de zéro et en 4-5 ans, aller chercher le milliard. Et donc, rendez-vous en 2030. Et je ne mets pas là-dedans la valorisation de mon business club acquisition ou de mon campus. Je parle bien de la valorisation d'une entreprise autre qui crée et qui ne se sert pas de cet écosystème des réseaux sociaux pour prendre de la valeur. Tu gères énormément d'entreprises en même temps. Et comment tu fais pour nous accorder ce temps-là, accorder du temps à toi et surtout profiter en fait de la vie? J'ai beaucoup de temps. J'estime que quelqu'un qui gère une entreprise qui n'a pas le temps, c'est un mauvais responsable d'entreprise ou alors un débutant. Quand j'ai créé Nabab au début, j'avais pas le temps parce que j'étais mauvais. Mais à partir de 24 ans, j'avais tout mon temps. Mes après-midi étaient libres, mes journées étaient libres. Un entrepreneur qui n'a pas le temps de vivre, qui n'a pas le temps d'aller en vacances quand il veut, il entreprend mal à un moment donné. C'est qu'il ne sait pas faire travailler les autres. Tu sais, il y a le savoir-faire, il y a le faire savoir et il y a savoir faire faire. Je pense que pour t'enrichir, il faut le faire savoir et savoir faire faire. Aujourd'hui, un entrepreneur comme moi, c'est un entrepreneur investisseur. Comme on me dit, la fois dernière, il y a un ami qui me dit « Hakim, mais tu as combien de centaines de personnes dans tes bureaux ?» Mais non, c'est pas comme ça. Quand j'avais Nabab, j'avais 3000 personnes. Si j'avais racheté Quick, j'aurais eu, je sais pas, 3000 personnes. Mais aujourd'hui, on gère des actifs. Aujourd'hui, avec 10 personnes à travers le monde, tu peux gérer 1 milliard. Les gens sont là pour faire fructifier ton argent, faire fructifier ton immobilier. Et quand je bosse sur des développements SaaS ou des nouveaux outils, je mets un CIO, un COO, ils sont 2. Je mets quelqu'un à la communication, ils sont 3, mais moi, j'ai affaire qu'au CIO. Et chacun travaille quelque part à travers le monde. Les gens ne sont plus au même endroit. C'est fini la notion de bureau, cette notion de... Moi, j'y crois pas à ça. Chacun peut travailler d'où il veut, tant qu'il a compris le projet. Le business est devenu global. Bien sûr, c'est international. Aujourd'hui, tu vois, il y a les WeWork, c'est pas pour rien. C'est fini, avoir trop de charges fixes, des gros bureaux, c'est fini. Et ça amène aussi beaucoup de diversité. Également. Tu dis souvent une phrase que j'aime bien, il ne faut pas réussir dans la vie, mais il faut réussir sa vie. Très important. C'est quoi réussir sa vie pour toi, Hakim? Tu sais, une fois, un journaliste à qui j'avais accordé une interview m'a dit « Ma mère s'est rendue compte à 65 ans de ce que tu es en train de dire, toi, de ce que toi, tu as su à 20 ans. » Mais réussir sa vie, c'est être maître de son temps. Les gens sont là, ils ne se posent jamais la question de l'indépendance financière. La fois, je mets quelque chose sur Instagram, j'ai dit, c'est rien d'aller au sport, se faire des muscles pour se regarder dans une glace et retourner au boulot le lendemain matin à 7 heures. Cette énergie, mettez-la pour devenir indépendant financièrement. Une fois que vous allez être indépendant, vous pourrez aller sur les plages de Rio et rester 3 ans d'affilée. Et les gens ne comprennent pas. Alors,
Je m'excuse auprès de ces personnes-là. Moi, je ne les comprends pas. Eux, ils ne me comprennent pas. C'est des gens qui sont dans une matrix, ils sont dans un circuit, métro, boulot, dodo, et ils attendent que la vie passe. Mais quand tu ouvriras les yeux à 65 ans, à part être allé au boulot pour enrichir un patron, tu n'as rien fait d'autre de ta vie. Tu vois, c'est comme certains disent, entreprendre, c'est dur. Non, moi, je trouve que être en CDI, c'est dur. Moi, tu vois, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui bossent. Je ne pourrais pas bosser pour un patron, ne serait-ce qu'une journée. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu mets ta veste et tu vas dans un bureau travailler souvent pour un métier qui ne te plaît pas. Il y en a plein, leur métier ne leur plaise pas. Pour un patron souvent que tu n'aimes pas, pour que ce patron s'enrichisse. Et cette notion de vie, je ne la comprends pas. Je préfère mettre mon énergie dans l'entrepreneuriat et être libre de mon temps et de mon argent. Je ne comprends pas ce mindset d'attendre que quelqu'un te fasse ta paye le premier du mois. Je n'ai jamais compris ça depuis que j'ai 17 ans. J'ai travaillé, tu vois, dans ma vie 2 fois chez d'autres personnes. Une fois, je peignais des voitures, j'étais en 3e alternance à Tours. Le type, tu sais, parce que j'aimais bien les scooters, je peignais mes scooters, donc je peignais les voitures. Mhm. Et mon maître de stage me disait, Momo, il faut aller peindre le parking. Je dis, je m'appelle Hakim. Il me dit, c'est pareil. Et là, je me dis, mais tu vois, et je sortais de là-bas à 17h, de ce grand entrepôt, je voyais le soleil, j'ai l'impression que je rentrais au paradis. Mais je dis, attends, ça ne peut pas être ma vie, c'est quoi cette vie? Et après, j'étais commercial, je vendais des fenêtres, pareil. J'étais tellement épuisé que je dormais le dimanche toute la journée. Et c'est pas des vies, c'est de l'esclavage. Alors les gens qui pensent que entreprendre c'est dur, croyez-moi, même si les entrepreneurs ils vous le disent pas, c'est beaucoup plus facile physiquement entreprendre que travailler pour quelqu'un. Par contre, ça demande du courage mental que la plupart de ces salariés n'ont pas. Ça demande un courage. Un entrepreneur, c'est quelqu'un de courageux qui croit en l'avenir. C'est pas quelqu'un, je m'excuse auprès des gens qui le prendront mal, mais qui croit bêtement que être derrière un patron, c'est une sécurité. Ben non, parce que l'entreprise, elle peut couler, elle peut n'importe quand. Un CDI, ça ne veut pas dire CDI à vie. Simplement. C'est la différence entre les courageux et les moins courageux. On a beaucoup parlé de réussite, Hakim, de succès. On sait que le plus grand succès, c'est en finalité le bonheur. Bien Est-ce sûr. que tu es pleinement heureux aujourd'hui, Hakim? J'ai toujours été heureux à 1000%. Tu sais, je vais te dire un truc. Je posais souvent la question à des amis, je dis, c'est quoi votre niveau de bonheur sur 10? Ils me répondaient 5, 6, 7. J'ai toujours été à 20 sur 10. Tu sais pourquoi j'ai toujours été très heureux? J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire de ma vie. Chaque jour de ma vie, je n'ai jamais été vulnérable. Grâce à la vie, j'ai toujours gagné assez d'argent pour profiter de mon temps et de ma vie. C'est très important. Voilà, j'étais en Asie, j'étais dans mes bureaux à Singapour, je suis resté 3 jours, le reste du temps, j'étais en vacances dans ma maison en Thaïlande. C'est ça la richesse. C'est la liberté. Deuxièmement, j'ai jamais regardé le regard des gens. Moi, tu vois, je suis rentré dans les réseaux, j'ai un exemple, j'ai vécu un bad buzz. Tu as plein d'abrutis qui suivent des mensonges, parce que le mensonge se répète facilement. Et les gens me disent, mais Hakim, ça t'embête pas, ça te fait pas chier, quoi, que les gens parlent mal sur toi. Mais j'ai jamais regardé le regard des gens, moi. Pendant que les gens parlent mal sur toi ou sur Pierre-Paul Jacques, moi, je suis dans mon bateau en train de manger des crevettes. Je regarde pas les gens. Je m'en fous. Tu sais, dans la vie, il y a trop de personnes qui vivent et qui travaillent en fonction des autres. Il ne faut pas que vous oubliez que personne sera à votre naissance et personne sera à votre enterrement. Tu vas mourir demain, les gens t'oublient en 2 jours. Donc, vivez en fonction de vos envies. Ne regardez pas les autres. Même votre famille, ne regardez pas ce qu'elle va vous dire. Vivez votre vie. Il y a des personnes qui sont heureuses parce qu'ils font métro, boulot, dodo, et il y a des personnes à qui ça ne convient pas. Allez chercher votre bonheur. Tu as peut-être des gens, leur bonheur, c'est d'être dans une île déserte et de boire du jus de coco toute la journée. Allez chercher votre bonheur. Ne faites rien comme les autres. Sinon, vous aurez la même vie que les autres. Et la plupart sont malheureux dans leur vie parce qu'ils sont rentrés dans le circuit, dans un cadre bêtement, sans le comprendre, sans même chercher à comprendre ce cadre. Et après, ils se sont retrouvés avec femmes et enfants, des crédits, des loyers, ils ne peuvent plus bouger. Et en fait, ils passent tous à côté de leur vie. Donc, regarde jamais les autres, regarde ta vie. Moi, j'ai toujours regardé ma vie, jamais regardé le regard des autres. J'ai jamais critiqué les autres. Les gens me critiquent, moi, je ne regarde pas les autres.
Comme on dit, les petits esprits parlent des gens, les grands esprits parlent de projets. Moi, ce qui m'anime, c'est les projets. Et c'est pour ça que je retourne rarement dans ma ville d'enfance, parce que quand j'y vais, je vois mes amis d'enfance, ils me parlent de choses qui ne m'intéressent pas. Tu vois, c'est pour aller voir, oui, Lidl s'est agrandi, lui, il a divorcé, il s'est remarié avec elle, lui, sa voiture, il a acheté ce modèle, je m'en fous de tout ça. Moi, je regarde ma vie, je ne regarde pas la vie des autres. Ça ne m'intéresse pas, la vie des autres. On a parlé de bonheur. On dit souvent que derrière chaque grand homme se cache une femme. Qu'en penses-tu? C'est pas vrai. Il s'en cache une ou plusieurs, je sais pas, mais c'est pas forcément vrai, ça. Bien sûr que quand tu choisis ta femme, il faut une femme qui comprenne tes envies. J'ai des amis qui ont loupé leur parcours entrepreneurial à cause de leur femme. Parce que leur femme leur a dit « Je veux que tu sois tous les jours à 18h à la maison ». Mais ces mêmes amis, une fois qu'il y a eu des problèmes d'argent, se sont vus quitter par leur femme parce qu'elle les a remplacés par leur patron. On en connaît plein comme ça. On verra rarement des femmes quitter un ouvrier ou un salarié, quitter un patron pour un ouvrier ou un salarié. Mais on voit des femmes quitter un ouvrier ou un salarié pour leur patron. Quand tu sais que 50% de cause des divorces, c'est l'argent. C'est un problème d'argent dans le couple. Donc c'est que l'argent, c'est déjà un problème. Donc ce que je dis à la jeunesse, pensez déjà à vos poches, à réussir votre avenir. Après, c'est facile. Tout le reste, c'est facile. Tu choisiras avec qui tu feras ta vie quand tu veux. Tout est facile. Quand tu as les poches pleines et quand tu es libre, c'est beaucoup plus facile. Tu n'es pas vulnérable. Après, bien entendu, il faut être en couple avec une femme qui... En fait, ça va dans les deux sens. Qui comprend l'envie des autres. Il faut que tu respectes les choix de ta femme et elle respecte tes choix. Moi, par exemple, ma femme, elle est pilote de ligne. Donc, un homme, il peut se dire, je ne veux pas d'une femme pilote de ligne. Ben non. Qu'est-ce qui te plaît dans la vie? C'est piloter des avions, c'est ta passion. Va au bout de ta passion. Moi, ce qui me plaît dans la vie, c'est de faire du business à travers le monde et de changer de ville tous les jours. Chacun va au bout de sa passion et au bout de ses envies. Un couple, ça ne veut pas forcément dire se voir tous les jours à la maison à 19h et aller en vacances une fois par an à la Baule et tous les dimanches aller faire une balade à la campagne. On peut vivre des couples différemment. Tu peux vivre un couple où tu es entrepreneur, ta femme elle est pilote et tu lui donnes rendez-vous à Rio pour la Saint-Valentin. Et tu es à Rio, tu dînes avec ta femme à Rio, elle reprend ses occupations, tu reprends les tiennes. Et le prochain rendez-vous, ça peut être 15 jours après à Moscou. Tu vois, tout le monde a des vies différentes. Et tu as plein de gens. Tu sais, une fois, j'étais dans l'avion, je revenais de Singapour, j'atterris à Paris. Et il y avait un banquier d'affaires à côté de moi qui bossait toute la nuit. Et il est descendu à Paris. Il descend, il dit, je vais juste faire un baiser à ma femme et mes enfants et je redécolle pour New York dans 4 heures. Il y a plusieurs modes de vie. Donc, les personnes qui vont voir le podcast, qui ont des vies standards, ne peuvent pas comprendre. Il y a plusieurs modes de vie. Et comment a fait la femme de, je ne sais plus son nom, là, celui qui montait sur le cosmonaute, voilà, ils ont des vies aussi, hein. C'est quelque chose qui est propre à chacun. C'est propre à chacun, bien entendu. Les marins, les cosmonautes. Hakim, quand tu es seul, sans téléphone, sans business, qu'est-ce qui te préoccupe vraiment? Écoute, si je ne fais pas un projet, je m'ennuie. Après, il y a une différence, attention, une différence entre travailler et avoir un projet. C'est pas pareil, hein. Travailler, c'est un devoir, c'est une obligation. Je vais au travail. Si je ne vais pas au travail, je ne peux pas payer mon loyer. Ça, c'est travailler. Tu ne travailles plus, tu ne manges plus. Moi, mon indépendance financière, je l'ai depuis que j'ai 21 ans ou 22 ans. Je ne vais pas au travail, je vais au projet. J'appelle ça aller au projet. Quel est le prochain projet? Je crée des projets, je crée des entreprises. Je ne vais pas au travail pour vivre ou pour survivre. Donc, ce n'est pas pareil, c'est un plaisir. C'est comme si... Aujourd'hui, je vais te donner la différence. Tu es promoteur immobilier, tu viens, tu investis, je sais pas, 5 millions d'euros pour une promotion immobilière. C'est pas du travail. Tu arrives, tu fais un rendez-vous avec l'architecte, il te montre les plans 3D, ça va, ça vous plaît, c'est sympa, oui, bon, bah, les maisons, elles sont prêtes dans 1 an, vous viendrez les voir. Tu as fait un projet. Et après, tu as juste à embaucher une personne qui commercialise, qui vend tes maisons. Mais le maçon, le pauvre, qui lui va construire tes maisons.
Lui, il va au travail. Parce que lui, il va mettre les briques tous les jours et s'il ne va pas au boulot, il ne nourrit pas sa famille. Lui, il va au travail. Mais toi, tu fais des projets, c'est différent. Une fois que tu as passé ce cap d'indépendance financière et que tu gagnes tous les mois de quoi vivre ta vie sans te préoccuper, après le reste, c'est des projets, c'est du plaisir. Un Elon Musk, aujourd'hui, il ne va pas au travail. Un Bernard Arnault, il ne va pas au travail. C'est des projets, ce n'est pas du travail. Tu prends un Bernard Arnault, qui est un des hommes les plus riches d'Europe, quand il va au bureau le matin, c'est bon, quelle est la future marque qu'on va acheter? Il n'est pas là en train de mettre les sacs en rayon. C'est complètement différent. Pour moi, c'est complètement différent. J'ai jamais vu... la seule fois de ma vie, les seules fois où j'ai été travailler, où je me suis senti aller travailler, c'est quand je travaillais pas pour moi, quand j'ai été chez Citroën faire mon stage ou quand j'étais vendeur de fenêtres. Là, c'était une obligation. Je me lève, je me rase et je vais au boulot. J'avais pas le choix, sinon je mangeais pas. C'était les 2 seules fois. Après, dès que j'ai créé Nabab, j'avais 18 ans et demi, c'était pas aller au travail, ça. C'était un projet. Tu es vraiment drivé par la quête maintenant. La quête, c'est le plus grand bonheur. Comme je dis souvent, il y a 2 richesses, matérielles et immatérielles. Matériel, c'est pour les arrivistes. Immatériel, c'est pour ceux qui aiment la quête. C'est beau. Tu vois, non, mais c'est une réalité. Et la quête, il n'y a rien de mieux. Tu sais, un projet, où qu'il aille, c'est la quête qui t'apprend le plus. Une fois, j'étais avec une journaliste là, de TF1. Et d'ailleurs, ils ont voulu manipuler un peu tout le truc, leur envoyer des documents. Bon, bref, c'est l'art de la manipulation aux médias. Et je leur ai envoyé plein de documents qu'ils n'ont pas mis en avant, tu vois. Et la dame, elle me dit, combien vous avez vendu le groupe? Je lui dis, elle me dit, à qui? Mais je dis, ça, il y a un NDA. J'ai vendu à des fonds internationaux. C'est des choses que je ne peux pas révéler. Ou alors, fouillez plus, vous trouverez. Mais je lui dis, pourquoi on ne parle pas du parcours? Avant de vendre une entreprise, il y a un parcours de 10 ans. Que s'est-il passé pendant ce parcours? C'est le parcours qui m'a appris l'entrepreneuriat. L'exit, c'est juste la récompense du parcours. C'est une finalité. Finalité. C'est tout. Ton business club débarque à Genève. Pourquoi la Suisse? Pourquoi la Suisse? Plusieurs choses. Alors moi, déjà, j'aime beaucoup les Genevois. J'ai des entreprises en Suisse depuis longtemps. Parce que c'est quand même, je dirais, un secteur financier très important pour l'investissement. On a des profils très sérieux et ça va être la première succursale. Ça va être la Suisse. Et à partir de là, donc on va faire une succursale pour le Business Club au Maroc, Casablanca, une succursale à Dubaï et donc une succursale à Madrid. Et même aux États-Unis, c'est en pourparlers. Mais tout partira de Genève. Donc là, on a pris des bureaux juste derrière l'aéroport. En plus, on a un hub aérien qui est bien. On va partout de Genève aujourd'hui. On va aux Émirats, on va partout. Donc c'est bien desservi. Et je trouve que la Suisse, c'est comme le Luxembourg. On est en train de faire une filiale aussi au Luxembourg. C'est des pays pragmatiques. C'est des très bons pays pour le business. C'est des pays... moi, j'ai eu des contrôles en Suisse et au Luxembourg. Ça s'est très bien passé. Ils m'ont redonné de l'argent. Je trouve que c'est des pays droits. Je dis vraiment ce que je pense, je te parle en toute transparence. Moi, en France, ça ne m'a jamais dérangé de payer des impôts, mais je trouve qu'il y a vraiment, on veut casser des entrepreneurs injustement. Et ça, je ne supporte pas parce que j'aime pas l'injustice. J'aime bien la justice. Et ces pays-là, ils sont droits. À partir du moment où tu payes ce que tu as payé, que tu crées de l'emploi, tu travailles, tu fais du business, tu n'embêtes personne, on va te laisser monter. Et c'est important. Ta volonté première, Hakim, sur les réseaux, c'est de transmettre. Quelle image tu souhaites laisser dans ce monde? Alors, première chose, moi, sur les réseaux, je suis rentré là-dedans par inadvertance. On m'a invité, c'est Wissem qui m'a invité à des podcasts. Il m'a dit, tes podcasts, ils ont tellement cartonné. On a fait presque, je crois, 1 milliard de vues avec le clipping et tout en 1 an. Et il m'a dit, il faut vraiment faire quelque chose. Les gens, ils aiment bien ce que tu fais. Donc, au début, c'était vraiment transmettre. Après, il m'a expliqué le business sur les réseaux. Il m'a dit, tiens, il faudrait faire une école, un business club, choses qui ont été faites et où on enseigne des super bons profils. On a 100% de taux de satisfaction sur l'école. On a un business club qui se développe. On intègre en février encore 1000 personnes, là, à peu près. Et non, tout se passe bien. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que je veux transmettre? J'ai voulu, quand il m'a expliqué les réseaux sociaux, j'ai voulu être un des premiers vrais entrepreneurs à venir apporter de la valeur et à enseigner de la valeur sur des domaines d'expertise que je maîtrise par cœur.
C'est tout. Après, j'ai vu que ça n'a pas plu aux infopreneurs qui maîtrisent par contre mieux que moi, eux, les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux et du marketing. Moi, tu me mets un bad buzz, tu me mets une campagne de manipulation et tout, je ne sais pas gérer ça, ce n'est pas mon métier. Voilà, j'étais chez un avocat la fois dernière à Paris, il m'a expliqué qu'il y avait carrément des sociétés qui étaient payées pour nuire à mon image. Je dis, ah bon, ça va à ce point-là? Il me dit, oui, monsieur Benotman, il me dit, parce qu'il y a tellement d'argent sur les réseaux, vous êtes venu déranger certaines personnes qui ne veulent pas être dérangées. Donc, ils essaient de nuire à votre image. C'est la vie. C'est, comme je dis, c'est plus méchant que le business physique. C'est beaucoup plus méchant. Mais bon, après, j'ai assigné ces gens-là, on verra au judiciaire. Mais si tu veux, ce que je veux laisser des réseaux, moi, je suis encore là, j'aime bien ce jeu des réseaux. J'apporterai de la valeur, de la vraie valeur. C'est de la valeur qui vient de mon parcours, de la réalité, des vraies complexités entrepreneuriales. Tout ce que j'ai dit, c'est vrai. J'ai jamais menti. Alors, les gens ils sont choqués. 800 maisons, oui. J'ai 51 hectares au Maroc que j'ai acheté depuis 2006. Ça valait pas grand-chose. Et oui, avec 500 mètres carrés par maison et terrain, ça fait 800 maisons. Mais les gens ne comprennent pas. Et tout ce que j'ai dit, tu sais, c'est comme une fois, j'ai dit, la brigade financière était venue chez moi à 7 h du matin. Les gens me disent, ah non, ils racontent des conneries. Bah là, il y a une chanteuse, là, je ne sais plus en France, là, je voyais l'article tout à l'heure, qui a eu la brigade financière à 7 h du matin, oui, pour requalification de sa fiscalité belge en France. Donc oui, c'est des choses qui arrivent, ça m'est arrivé 3-4 fois, et il n'y a que les entrepreneurs qui peuvent me comprendre ou des gens à qui c'est arrivé. Et ceux qui n'ont pas encore entrepris, je parle d'un parcours qui leur arrivera s'ils entreprennent. Tu sais, c'est comme là, je tairai le nom, mais un ami qui a fait une école en ligne, et je lui expliquais un peu la fiscalité, la France et tout, il me disait, mais non, t'inquiète pas, non. Là, il m'a appelé, il m'a dit, Hakim, ils sont en train de tout me prendre. Tu avais raison dans tout ce que tu disais. Mais je dis, j'ai rien inventé, je parle juste de mon parcours. Je parle de ma vie, de mon parcours. Hakim, pour clôturer cette interview en beauté, quel conseil tu donnerais à ceux qui nous écoutent? Écoutez, la vie est courte. Allez au bout de vos rêves. Travaillez pour vous, pour ceux qui veulent. Parce que tu sais, je pense qu'il y a des gens qui veulent être salariés toute leur vie. Après, je ne comprendrai jamais leur mindset, mais il y en a peut-être qui veulent. Allez au bout de votre rêve. Soyez libre. Libre financièrement, libre géographiquement. Et je pense que c'est les 2 premières choses qui feront que vous réussirez votre vie. Faites de chaque jour de votre vie. Donnez-vous les moyens pour faire de chaque jour de votre vie ce que vous avez envie de faire. Moi, tu sais, j'ai 42 ans, j'ai fait de chaque jour de ma vie ce que j'avais envie de faire. Et tout ce que je demande au Seigneur, tout ce que je demande à la vie, c'est qu'il me laisse les moyens de faire de chaque jour ce que j'ai envie de faire jusqu'à la fin de ma vie. C'est la seule richesse que vous aurez dans votre vie. Vous savez, tu ne peux pas te rendre compte, mais passer une semaine à Rio, la semaine d'après au Venezuela, la semaine d'après à New York et la semaine d'après à Bali, c'est exceptionnel. Le monde est beau, les peuples sont gentils. Votre vie doit être un voyage permanent jusqu'à votre dernier souffle. Et pour ça, vous avez aujourd'hui les métiers en ligne, tout ce qui est digital, qui vous permettent d'être libre. Il faut en profiter. Avant, il n'y avait pas ça. Il faut en profiter. Un grand merci Hakim pour cet échange très inspirant. Ça a été un plaisir. J'ai plus qu'à te souhaiter le meilleur pour la suite. Un grand merci à toi de m'avoir invité. À très vite.